Bonjour à tous, bienvenue à la semaine régionale de la création reprise d'entreprise 100% digitale. Nous démarrons cette semaine avec un premier atelier « Comment bien choisir son statut juridique » animé par Fabien Kovac. Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans cet atelier où on va répondre ensemble à cette délicate question « Comment choisir son statut juridique lorsque l'on crée une activité, lorsque on se lance dans l'aventure entrepreneuriale ?» Et choisir son statut juridique, comment bien le choisir, c'est d'abord se poser des questions pour y répondre et en fonction des réponses, vous verrez que inévitablement, vous allez vous orienter vers tel ou tel choix de statut juridique. Ces questions, elles sont au nombre de 8. La première chose qui va faire que vous allez choisir tel ou tel statut juridique, c'est la nature de votre activité. Chacune des problématiques qu'on va envisager là tout de suite, on va revenir de manière beaucoup plus approfondie et vous pourrez bien entendu poser vos questions. La deuxième chose, c'est la volonté de s'associer. Ça aussi, c'est une problématique. On ne se la pose pas forcément quand on est tout seul dans son coin et qu'on développe son idée au départ, mais peut-être que maintenant ou plus tard, vous aurez la volonté de vous associer, donc votre choix de structure juridique va en dépendre. L'organisation patrimoniale. Ça aussi, c'est un point qui est important. Je vais vous expliquer comment bien vous protéger ou comment, si vous prenez le risque de ne pas vous protéger au niveau de votre patrimoine, faire pour que ça puisse évoluer, notamment vis-à-vis de votre conjoint. Les besoins financiers de l'entreprise, est-ce que vous allez pouvoir, seul avec votre trésorerie de départ, avec votre mise de départ, pouvoir développer cette activité ou est-ce que vous allez avoir besoin de faire un emprunt bancaire, d'avoir un concours par un organisme de financement? Donc ça aussi, ça doit avoir une incidence sur le choix de votre statut juridique. Le fonctionnement de l'entreprise. Ça aussi, c'est un point important. On ne se pose pas forcément la question quand on est tout seul à gribouiller son idée, son projet entrepreneurial. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tard, vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment va fonctionner l'entreprise. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi qui va prendre les décisions ou est-ce que je veux tout seul, chef à bord, être capitaine du bateau et seul dans le bateau? Ça a aussi une incidence. Régime social et régime fiscal de l'entrepreneur et de l'entreprise en fonction du choix du statut juridique que vous allez faire. Vous allez être orienté vers telle ou telle solution sociale ou fiscale. Bien entendu que cela a son importance parce que je vous souhaite de faire des bénéfices dans le cadre de votre activité professionnelle que vous envisagez et bien entendu qu'en fonction du choix que vous allez faire, le statut fiscal ne sera pas le même. Et puis la dernière chose et qui est peut-être finalement la plus importante, c'est la crédibilité vis-à-vis des partenaires. Les partenaires, ce sont les banquiers, ce sont les fournisseurs, ce sont les clients et tous ces éléments, vous allez voir, ont vraiment une importance pour le choix du statut juridique. On a la chance d'avoir un état de droit très complet en France avec un certain nombre de statuts juridiques possibles, avec tous leurs conséquences. Eh bien écoutez, on va faire le bon choix et on va le démarrer ensemble. La nature de l'activité doit avoir son incidence quant au statut juridique. Alors, il y a des activités pour lesquelles vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que sur certaines activités, vous êtes obligé de choisir tel ou tel statut juridique. Je vous donne l'exemple du vendeur de tabac, du débitant de tabac, et lui, il n'a pas trop le choix, il ne peut choisir que 2 structures juridiques. Donc tout ce qu'on pourrait voir sur d'autres structures juridiques ne le concerne pas. Eh bien, la première chose à vous demander, c'est est-ce que votre activité, celle que vous envisagez, vous impose le choix d'une structure juridique particulière. Je vous donne un autre exemple, un cabinet d'avocats, quelqu'un qui voudrait développer un cabinet d'avocats peut choisir certaines structures mais pas d'autres. Par exemple, il ne va pas choisir une SCI, Société Civile Immobilière, pour développer un cabinet d'avocats. Donc c'est pour ça que vraiment cette activité a une importance. Vous avez un projet, posez-vous la question de savoir quelle est la définition légale de cette activité et regardez s'il y a un texte ou faites-vous aider, bien entendu, par un avocat, un notaire, un expert comptable, voire même une institution du type de la CCI. Donc il ne faut pas hésiter à prendre conseil pour savoir s'il y a des structures juridiques qui vous sont imposées ou certaines qui peuvent vous être interdites, puisqu'effectivement, en fonction de telle ou telle activité, vous pouvez avoir des structures juridiques qui vous sont interdites. Le deuxième point, c'est la volonté de s'associer. Vous avez un projet, si vous le développez aujourd'hui à 2, la volonté de s'associer, elle existe au moment de la création de l'activité, au moment de la création de l'entreprise.
Si vous êtes tout seul, la question se pose, est-ce que vous avez envie à plus ou moins long terme de vous associer avec quelqu'un, c'est-à-dire de créer et de développer cette activité à deux ou à plusieurs? En fonction du résultat et de la réponse de cette question, vous allez savoir vers quelle structure vous allez vous orienter. Par exemple, je veux développer une activité de plomberie. Je suis plombier et je me pose la question de comment créer, quel statut juridique choisir. Eh bien, si vous êtes tout seul, vous pourriez avoir envie, par exemple, de choisir la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Si vous êtes à deux, là c'est fini, plus de micro-entreprise parce que, encore une fois, la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, comme son nom l'indique, c'est une personne toute seule. Donc vous voyez que la volonté de s'associer a une importance. Donc première question, nature de l'activité. Deuxième question, volonté de s'associer ou pas. Et vous allez voir que si vous prenez une feuille et qu'au brouillon, vous répondez à chacune des questions que l'on se pose ce matin, quasiment inévitablement, vous allez avoir la réponse à votre statut juridique, le bon choix du statut juridique. Et ça, c'est important. En réalité, contrairement à ce que l'on croit généralement, le choix du statut juridique en réalité ne repose pas sur une mode, ne repose pas sur le choix du voisin. Toi, tu as fait comment? Tu as fait une SRL? Tiens, je vais peut-être faire la même chose. Non, réellement, le choix du statut juridique va dépendre de vous et de toutes les réponses aux questions qu'on se pose ensemble ce matin. Volonté de s'associer. Volonté de s'associer, ça peut être une association à deux, mais ça peut être une association, pourquoi pas, à 10, à 15, à 20. Donc en fonction aussi du nombre d'associés que vous envisagez, vous allez choisir telle ou telle structure. On a des structures qui sont un peu bâtardes, entre guillemets, où on se dit « mais alors je ne comprends pas, je fais une société, mais je suis tout seul ». C'est le cas par exemple de la SARL unipersonnelle ou EURL, on l'appelle également EURL. Et bien, il faut savoir que vous pouvez tout à fait, au moment de la création de votre activité, faire le choix d'une SARL unipersonnelle, mais de prévoir d'ores et déjà dans les statuts qu'elle va évoluer, que si vous décidez de vous associer avec quelqu'un, par exemple de lui vendre une partie de vos parts, c'est tout à fait possible. Il faut l'envisager dès le début d'activité parce que déjà c'est beaucoup plus simple et surtout ça coûtera moins cher, pas forcément de modification de statut à faire, d'un certain nombre de choses parce que vous savez que lorsque l'on crée une activité, ça a un coût. Ça a un coût de rédaction de statut éventuellement si c'est une SARL, il y a des publications à faire sur différents registres et notamment au journal d'annonces légales. Donc il faut se poser les bonnes questions et plus vous allez vous poser les bonnes questions, plus vous aurez des chances d'avoir les bonnes réponses et plus vous allez choisir un bon statut juridique. Le troisième point, c'est l'organisation patrimoniale. Alors qu'est-ce que c'est que l'organisation patrimoniale? L'organisation patrimoniale, deux axes. Premier axe, qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine aujourd'hui et qu'est-ce que je veux éventuellement protéger? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est avec qui je vis. Est-ce que, par exemple, j'ai un conjoint dont je veux protéger le patrimoine? Mon conjoint a hérité de son arrière-grand-mère il y a quelque temps. Il ou elle a un patrimoine. Est-ce que je veux protéger ce patrimoine ou est-ce que finalement, j'accepte d'exposer la famille, le foyer, au risque de mon activité professionnelle? C'est pour ça qu'il y a des choix à faire par rapport à cette organisation patrimoniale. Ça, c'est les deux questions d'organisation patrimoniale qui vous sont propres, mais il y a aussi l'organisation patrimoniale de la structure juridique que vous allez choisir. Ce qu'il faut comprendre, vous allez voir, j'aime bien utiliser les images, c'est une poche. Si vous faites une entreprise individuelle, vous allez avoir votre patrimoine personnel, votre voiture personnelle, votre ordinateur, votre compte en banque dans une poche. Mais il faut savoir que votre activité professionnelle, comme vous êtes entreprise individuelle, elle va être dans la même poche. Donc ça veut dire que les créanciers à qui vous devez de l'argent dans le cadre de votre activité professionnelle vont pouvoir prendre dans cette poche. Donc ça veut dire que si par hasard, et je ne vous le souhaite pas, votre activité se déroule mal et que vous avez à envisager une situation compliquée, un dépôt de bilan ou quelque chose de ce type-là, les créanciers vont pouvoir prendre dans cette poche. Donc vous voyez que l'organisation patrimoniale, elle a vraiment son importance. Au contraire, si vous créez une structure vraiment indépendante, je parlais il y a quelques instants de la SARL unipersonnelle, je vais reprendre cet exemple-là. Dans le cadre d'une SARL unipersonnelle, votre responsabilité en tant qu'associé unique et gérant, même si dans le cadre de la SARL unipersonnelle, vous n'êtes pas forcément le gérant, mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe, l'entrepreneur et l'associé unique et le gérant, dans ces cas-là, cette SARL, elle a un patrimoine propre. Donc il y a une deuxième poche qui se crée. Et ça, c'est important parce que
Si vous avez des difficultés dans le cadre de votre activité, il faut toujours penser au pire. L'avocat est là pour vous aider à envisager le pire et à éviter qu'il arrive. Donc si vous avez cette poche d'SARL unipersonnelle, eh bien en réalité, comme votre responsabilité va être limitée, d'où le terme responsabilité limitée, à votre apport, eh bien ça veut dire que vos créanciers ne vont pas pouvoir prendre dans votre deuxième poche, qui est votre poche de votre patrimoine personnel. Donc vous voyez que l'organisation patrimoniale, tant à votre niveau pour votre patrimoine que celui de votre famille, notamment celui de votre conjoint, et le choix du statut juridique, la plupart du temps, s'accompagne d'un bon choix, notamment de régime matrimonial, parce que le choix du statut juridique va protéger votre patrimoine et celui de votre conjoint éventuellement, mais il y a d'autres systèmes, notamment le choix d'un régime matrimonial. Vous avez dû tous entendre parler du régime de la communauté. Il existe d'autres régimes qui sont souvent choisis par les entrepreneurs, commerçants, artisans, qui est notamment le régime de la séparation de biens. Donc vous voyez, on sépare les biens et on sépare aussi le passif. Donc voilà, l'organisation patrimoniale est vraiment importante. Donc pensez à vous protéger en fonction de votre activité. Est-ce que mon activité est à risque ou pas? Est-ce que je vais avoir des dettes? Est-ce que potentiellement j'ai un patrimoine personnel à protéger? Toutes ces questions rentrent dans la question générale de l'organisation patrimoniale. Le point suivant, c'est un point qui est relativement important si vous n'avez pas de trésorerie, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour développer votre activité. Créer une entreprise, effectivement, ça se compte en quelques milliers d'euros, mais après vous pouvez avoir besoin de faire des investissements. On revient sur le cadre de notre plombier qui peut avoir du matériel à acheter. Le matériel est professionnel et très onéreux. On peut avoir aussi par exemple un ordinateur à acheter pour une secrétaire à domicile. On peut avoir toujours pour le plombier un véhicule. Donc dans ces cas-là, il y a des investissements à faire. Est-ce que vous allez pouvoir, avec votre argent personnel, financer tous ces investissements? Si c'est le cas, et dans ces cas-là, pas de difficulté, vous pouvez, si vous faites le choix de l'entreprise individuelle par exemple, utiliser votre argent. Souvenez-vous, vous n'avez qu'une seule poche, donc utilisez votre argent personnel, celui qui est sur votre livret A, celui qui est sur votre code-vie, enfin ce sont des anciens termes de placement, mais c'est ceux que vous connaissez, c'est pour ça que je les utilise. Est-ce que je vais prendre cet argent pour acheter mon camion? Ça c'est possible si vous avez une organisation qui fait du type micro-entreprise ou entreprise individuelle, que tout votre argent est dans la même poche. En revanche, si vous décidez par exemple de prendre l'argent, de le mettre sur un compte bien à part, bien spécifié de votre SARL, dans ces cas-là, c'est possible aussi. Et vous verrez que cette question va en rejoindre une qu'on se posera un petit peu plus tard, c'est quelles conséquences le choix juridique a vis-à-vis de mes partenaires, notamment de mon banquier. Posez-vous la question. Et ça, c'est important dans les besoins financiers. Si vous avez besoin d'emprunter, est-ce que votre banquier va vous voir arriver avec le même sourire, avec le stylo prêt à signer le contrat de prêt, si vous venez avec le statut de micro-entrepreneur, le statut d'entreprise individuelle, le statut de SARL, de SAS? Vous voyez, tout ça, c'est une question réelle au moment de la création de l'entreprise, des besoins financiers. Donc posez-vous cette bonne question et en fonction de la réponse, vous verrez qu'on va s'orienter vers telle ou telle structure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que se poser une seule de ces problématiques n'est pas suffisant. Il faut répondre à chacune des problématiques et en fonction des réponses qui vont être données à ces problématiques, là on va s'orienter vers telle ou telle structure. Il n'y a pas de choix magique. Que ce soit clair, aujourd'hui, oui, il y a des bonnes solutions et oui, il y en a des mauvaises. Mais en fonction de votre cas, ce qui peut être une mauvaise solution pour votre voisin créateur d'entreprise n'est pas forcément une mauvaise solution pour vous, voire même parfois va être la bonne solution. Donc vraiment, choix individuel, choix personnel, pas d'effet de mode. Celui qui serait capable de vous dire « il faut que tu choisisses telle structure juridique, tel statut juridique », alors pour autant qu'il ne vous a pas posé ces questions et qu'il ne s'intéresse pas à votre activité, ben forcément, il va vous faire faire le mauvais choix. Cinquième problématique, le fonctionnement de l'entreprise. Ah oui, ça, le fonctionnement de l'entreprise. Vous êtes bien souvent seul à vous creuser la tête pour créer votre activité, pour développer un nouveau concept, voire pour utiliser un concept déjà existant, mais finalement le professionnaliser. Vous étiez salarié dans une entreprise et puis un beau jour, vous souhaitez voler de vos propres ailes, être à votre compte, être indépendant et n'avoir à rendre compte à personne. Dans ces cas-là, vous allez créer votre entreprise individuelle, votre SARL, votre SAS de telle ou telle activité, mais
finalement, est-ce que ça vous plaît de fonctionner comme ça? Est-ce que vous avez envie, dans le cadre de votre activité, d'être tout seul, hein, d'être seul capitaine sur le bateau? Mais qui dit capitaine seul dit qu'on n'a pas forcément de moussaillon, qu'on n'a pas forcément d'aide. L'avantage, c'est qu'on a des comptes à rendre à personne. L'inconvénient, c'est qu'on est tout seul à prendre les décisions. Donc, vous voyez que cette question, finalement, on se la pose rarement, mais elle a son importance. Comment va fonctionner l'entreprise? Si vous êtes, par exemple, en entreprise individuelle, voilà, c'est simple, hein, c'est vous qui allez faire vos chantiers, c'est vous qui allez exécuter votre prestation, mais d'un autre côté, vous allez aussi devoir tout seul prendre des décisions, parce que quand on crée une entreprise individuelle, on gère l'administratif, on gère les papiers, on gère la création, bien entendu, c'est la première étape, mais pas que. On gère tout ce qui est fiscal, social, avec l'aide d'un professionnel du droit ou du chiffre éventuellement, mais on est tout seul à gérer. Mais en parallèle, on gère aussi son activité professionnelle. Donc vous voyez, quand on est chef d'entreprise, on a deux casquettes. On a celui qui travaille, celui qui exerce l'activité professionnelle, et on a celui qui gère. Dans ces cas-là, c'est pratique, ça peut être un choix. Je n'ai de compte à rendre à personne. Mais on peut faire un autre choix. On peut décider, par exemple, de s'associer, d'être 2 ou 3. Et dans ces cas-là, on va pouvoir faire le choix de la SRL ou de la SAS. Et dans ces cas-là, les 3 seront associés. Est-ce qu'ils seront tous les 3 dirigeants aussi? Ça, c'est une autre question à se poser. Mais dès lors que vous faites le choix de cette structure, vous comprenez bien qu'il va falloir rendre des comptes. Par exemple, une fois par an, on fait une assemblée générale, on va approuver les comptes et on va approuver la gestion de celui qui dirige. Donc ça veut dire que dans ce type de structure, vous allez avoir à rendre des comptes. Eh bien, je vous dis que cette question est importante parce qu'il y a parfois des gens qui ne supportent pas ça, des gens qui se disent qu'ils ont créé, ils ont développé, ils ne veulent avoir de compte à rendre à personne, pas notamment envie d'avoir des quitus de gestion à demander à tel ou tel associé. Donc encore une fois, c'est important. Si vous vous sentez vraiment autonome et que vous n'avez pas envie d'avoir des comptes à rendre à qui que ce soit, eh bien là, effectivement, il va falloir envisager une structure individuelle, contrairement à la personne qui a envie de se lancer dans un projet à 2 ou 3 et qui n'a pas peur de rendre des comptes sur sa gestion, sur sa manière d'utiliser l'argent de l'entreprise. J'ai envie d'acheter un nouveau véhicule. Si vous êtes dans une structure du type SARL et que vous êtes 3 associés, là, vous allez devoir demander l'accord de vos associés pour acheter le véhicule, ce qui ne serait pas le cas dans une micro-entreprise, dans une entreprise individuelle ou dans une SARL unipersonnelle. Vous voyez, même cette question-là qu'on se pose rarement, elle est importante. Est-ce que vous avez envie de rendre des comptes? Est-ce que vous avez envie de piloter tout seul? Ça, c'est une question qui a son importance et qui fait partie de la liste que l'on déroule pour faire choisir le bon statut juridique. Et c'est l'objet aujourd'hui de ce choix. Si vous me regardez et si vous réfléchissez, vous verrez que pour chacune de ces questions, vous avez votre propre réponse. C'est intéressant, vous notez et après vous aurez finalement votre solution. Le choix du statut de l'entreprise va aussi avoir une incidence sur le régime social de l'entrepreneur. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le régime social ? En réalité, le régime social, c'est la manière dont les organismes sociaux, la sécurité sociale, alors je vais utiliser des termes un peu techniques, URSSAF, vous savez, avant on parlait du RSI, il y a certains organismes sociaux comme ça qui vont vous connaître comme chef d'entreprise, soit comme entrepreneur individuel, soit comme micro-entrepreneur, soit comme dirigeant de SRL ou de SAS. Et en fonction de la casquette avec laquelle vous allez arriver devant cet organisme social, vous allez payer des charges de telle ou telle manière. Et là, c'est important parce que si vous voulez, par exemple, privilégier le cas d'une entreprise de petite taille, parce que dans un premier temps, vous voulez avancer pas à pas et créer quelque chose de relativement léger comme structure. Et que vous vous dites, mais attention, moi j'ai pas envie, j'ai peur de ce monde de l'entreprise, on me parle de 50%, 60, 75% de charges sociales, moi j'ai pas envie d'être inondé sous tout ça, qu'est-ce que vous me conseillez, Maître Kovac, comme choix ? Je vais dire, attendez, vous n'avez pas de risque financier trop important, non. Vous avez des besoins financiers très importants, non. Et vous ne voulez pas payer beaucoup de charges sociales. Moi, j'ai une solution à vous donner qui est très simple. Vous avez la possibilité de créer une micro-entreprise. Et qui dit choix d'une structure, dit conséquence sur le statut social du chef d'entreprise. Micro-entrepreneur,
égale statut social privilégié. Pourquoi privilégié? Parce que dans une enveloppe relativement légère et fine que vous verserez tous les trimestres à l'URSSAF, eh bien, vous allez payer toutes vos charges sociales avec des taux qui sont très bas et qui sont nettement plus bas que les taux qui sont pratiqués pour les entrepreneurs individuels classiques, pour les dirigeants de SARL, pour les dirigeants de SAS et j'en passe. Donc vous voyez que le choix que vous allez faire va aussi avoir des incidences sociales. Cette incidence sociale, bien entendu qu'on est tous à la même enseigne, que moins on paye de charges, encore que quand on paye des charges c'est plutôt bon signe, ça veut dire que l'activité fonctionne bien, mais on est tous dans le même état d'esprit. Si on peut éviter de payer trop de charges tout en respectant la loi bien entendu, on essaye de trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est aussi comme ça que vous alleriez orienter votre choix de statut juridique. Ça, c'est le régime social. Encore une fois, social, ça ne veut pas dire société. Social, ça veut dire à quelle enseigne les organismes sociaux vont-ils me voir et à quelle enseigne vont-ils me faire payer des cotisations. Vous allez voir que c'est un terme, effectivement, qui a son importance parce que tous les mois, tous les trimestres, en fonction du choix de la structure juridique que vous allez faire, vous allez devoir payer des charges sociales. Et pourquoi ces charges sociales? Vous l'aurez compris qu'il y a une contrepartie de cette charge sociale. La contrepartie, c'est de pouvoir bénéficier d'un régime de protection sociale, une sécurité sociale, mais c'est aussi, en cas de difficulté d'entreprise, de pouvoir avoir des aides. Et actuellement, compte tenu de la crise sanitaire, vous voyez que ces aides sont importantes. Donc vraiment, le choix du statut juridique a son importance quant à l'orientation sociale du chef d'entreprise. Mais pas que. Pas que parce que ce régime social est aussi accoudé au régime fiscal. Le régime fiscal, quand on est salarié, c'est relativement simple. Vous avez sans doute tous à un moment donné de votre vie professionnelle été salarié. Si vous avez été salarié, la plupart du temps, vous n'avez rien à faire pour régler vos impôts. En réalité, votre employeur transmettait des chiffres à l'administration fiscale, vous receviez votre déclaration de revenus pré-remplie, vous n'aviez bien souvent qu'à signer pour que ce soit renvoyé à l'administration fiscale. Quand on choisit de développer une activité, quand on choisit d'entreprendre, à ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que en fonction de l'activité que vous allez exercer et en fonction du choix du statut juridique que vous allez faire, vous allez être imposé de telle ou telle manière. On parle des bénéfices industriels et commerciaux, on parle des bénéfices non commerciaux, on parle des bénéfices agricoles. Vous voyez, il y a tout un tas de termes nouveaux lorsque vous créez une entreprise qui vont arriver et pour lesquels vous allez avoir des choix à faire. Je reviens sur le statut de la micro-entreprise. Là, c'est un statut très particulier puisqu'encore une fois, c'est un régime social, j'en ai parlé il y a quelques instants, et un régime fiscal à part. Mais après, en fonction des autres choix de statut juridique que vous allez faire, vous allez être imposé de telle ou telle manière. Le régime fiscal, il a cette incidence-là, c'est de quelle manière, si je fais des bénéfices, et je vous le souhaite, ces bénéfices vont être taxés. Donc, choix du statut juridique va induire une conséquence sur le statut fiscal des revenus que vous allez tirer de votre activité. Les revenus dans une activité peuvent être tirés de deux manières. Si vous êtes entrepreneur individuel, par exemple, là c'est simple, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? C'est la différence entre ce que je rentre et ce qui sort, les dépenses. Et bien à ce moment-là, vous allez avoir un bénéfice. Si ce bénéfice, vous décidez, bien entendu, de faire les choses comme il faut, il va être déclaré à l'administration fiscale et là, vous allez être imposé dessus. En revanche, si vous faites le choix d'une SARL ou d'une SAS par exemple, vous allez avoir un revenu, vous allez décider de vous verser tous les mois une somme d'argent, ce revenu va être imposé d'une manière et puis à la fin d'année, quand votre SARL ou votre SAS va faire des bénéfices, et encore une fois, je vous le souhaite, à ce moment-là, ces bénéfices vont être imposés d'une autre manière. Donc vous voyez qu'en fonction du choix du statut juridique que vous allez faire, à ce moment-là, vos bénéfices, voire même vos revenus mensuels, vont être imposés différemment, vont être taxés différemment, d'où l'importance aussi de répondre à cette question. Le 8e point, c'est la crédibilité vis-à-vis des partenaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire? Tout au long de la vie entrepreneuriale, tout au long de votre vie d'entrepreneur, tout au long de la vie de votre société, si vous faites le choix d'une société, à ce moment-là, vous allez croiser un certain nombre de personnes.
Ces personnes, ça va être souvent le premier, c'est le banquier, hein, c'est celui qui va vous ouvrir le compte en banque au nom de l'entreprise Dupont. À ce moment-là, votre banquier, bien entendu, qu'il va s'intéresser à votre statut juridique. Il va aussi s'intéresser à votre statut juridique si vous lui demandez de vous accorder un prêt. En fonction de tel ou tel statut juridique, il va savoir que le prêt pour lui est plus ou moins risqué. S'il est en entreprise individuelle, face à lui, il va se dire finalement ce monsieur accepte de mettre dans la balance tout son patrimoine personnel, donc je peux peut-être lui faire confiance. Si vous faites une SARL avec un capital de 1 euro, là forcément le banquier va se dire il est en train de protéger son patrimoine, est-ce que moi banquier je vais prendre un risque aussi facilement que ça, sachant qu'en tout et pour tout, si demain le crédit n'est pas payé, je vais pouvoir être payé avec le capital d'1 euro. À ce moment-là, le banquier, puisque ça sera votre choix de statut juridique, il va lui-même choisir un autre point, c'est de dire attention, je prends un risque. Si je prends un risque, je me couvre de ce risque. Et comment il va couvrir de ce risque? Par exemple, en vous faisant signer en qualité de gérant un engagement de caution. Donc vous voyez que le statut juridique, pour le premier partenaire que vous aurez à croiser dans votre carrière d'entrepreneur, a son incidence. Mais il a son incidence aussi pour les autres partenaires. Les autres partenaires, c'est par exemple vos fournisseurs. Vous allez devoir vous fournir auprès d'un professionnel. Ce professionnel, de la même manière, va avoir un regard sur votre statut juridique pour se poser la question de savoir si vous êtes un bon partenaire pour lui ou pas. Bon partenaire pour lui, et comment il va le savoir? Parce que concrètement, dès lors que vous allez lui écrire, dès lors que vous allez le voir, vous allez devoir montrer patte blanche. Vous remarquerez que sur tous les courriers que vous recevez, quel que soit votre fournisseur, votre client, votre partenaire, il y a toujours la mention de la structure juridique choisie. Il y a souvent un numéro à 9 chiffres, c'est le numéro RCS, un registre du commerce et des sociétés, mais il y a aussi l'entité SARL, SA, il y a même le capital qui est mentionné. Et tout ça, pourquoi? Pour que vous puissiez identifier votre partenaire, savoir qui vous avez en face de vous. Dites-vous bien que vos futurs partenaires vont faire exactement la même chose. Ils vont regarder qui vous êtes. Donc en fonction de ce que vous souhaitez donner comme image à votre partenaire, votre fournisseur par exemple, vous allez choisir telle ou telle structure juridique, tel ou tel statut juridique. Vos partenaires, ce sont aussi vos clients. Votre client que vous allez voir, que vous allez démarcher, je vous donne le cas de l'entreprise du bâtiment qui se décide à faire du porte-à-porte pour aller trouver des clients. En fonction du statut juridique que vous allez avoir, vous aurez plus ou moins de crédibilité. Malheureusement, parce que c'était un statut dans un premier temps qui était défini pour être provisoire, le micro-entrepreneur n'a pas forcément une très belle image. Et pourtant, il y a des micro-entrepreneurs qui travaillent depuis des années, qui travaillent très bien. Donc vous voyez que le choix que vous allez faire au moment de la création de votre entreprise, du choix du statut juridique, peut avoir des incidences sur votre vie de tous les jours vis-à-vis de votre partenaire. Et les partenaires, c'est aussi en réalité tous les gens que vous allez croiser, votre expert comptable, votre avocat si vous en avez besoin, votre notaire. Tous les protagonistes de la vie de l'entreprise vont se demander qui vous êtes et vont faire attention à qui vous êtes. Vous avez bien entendu la possibilité de choisir un nom. Le nom sous lequel vous allez être connu, c'est souvent ce qu'on appelle le nom commercial, mais ce nom commercial ne suffit pas pour définir qui vous êtes, pour montrer patte blanche. Il y a tout un tas d'informations comme ça que vous aurez l'obligation légale de donner aux clients, aux fournisseurs, aux partenaires, aux banquiers. Et ces informations, ce sont toutes les informations légales. Et ces informations légales, elles découlent du choix du statut juridique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez posé les 8 questions, vous avez 8 réponses. Si vous avez 8 réponses, vous avez quasiment le choix de votre statut juridique de manière évidente devant les yeux. Fabien, oui. Nous avons déjà quelques questions, oui, notamment sur le cumul d'activités. Donc, est-ce qu'il est possible, notamment pour un fonctionnaire ou salarié, de créer une entreprise ? Deux cas différents finalement. Est-ce que le fonctionnaire va pouvoir créer une entreprise? Est-ce que le salarié va pouvoir, en parallèle de son activité salariée, créer une entreprise?
J'aurais tendance à vous répondre que oui, mais il y a toujours un mais. Vous savez, les avocats ont toujours un mais. Dans le cas du fonctionnaire, en principe, il est effectivement interdit de cumuler avec une autre activité, notamment une activité d'entreprise. Il est possible de le faire, mais alors il y a des démarches précises. Il faut demander l'autorisation à l'administration dont vous dépendez. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, et quoi qu'il arrive, ma réponse sera la même pour le fonctionnaire ou pour le salarié, ne jamais cacher à votre employeur cette nouvelle activité que vous avez envie de développer. Bien entendu, cette activité ne doit pas être une activité concurrente de celle de votre entreprise ou de votre administration. Mais pour autant, si vous souhaitez la développer, posez la question au service RH de l'administration dont vous dépendez et dans le cadre d'un contrat de travail aussi, vous avez le droit, c'est la liberté d'entreprendre, vous avez le droit de le faire. Mais ce qu'il faut voir en premier, c'est votre contrat de travail. Est-ce que votre contrat de travail, là je parle du contrat de travail en droit privé, contient une clause qui vous interdit d'avoir une activité en parallèle, ce qui est tout à fait possible. Si au départ vous avez négocié ça avec votre employeur, c'est d'ailleurs plus souvent, la plupart du temps, l'employeur qui a rédigé le contrat de travail et qui vous a imposé cette clause. Cette clause, qui est une clause, alors non pas de non-concurrence qui vient souvent après la fin du contrat de travail, mais pendant le contrat de travail, il y a une obligation de loyauté. Il y a souvent une interdiction d'avoir une deuxième activité ou sinon, il est mentionné dans le contrat de travail que vous devez informer votre employeur. Quoi qu'il arrive, en droit privé, si vous souhaitez avoir une activité, même si elle n'est pas concurrente avec celle de votre employeur, à ce moment-là, il faut effectivement lui demander l'autorisation. Et quand je dis lui demander l'autorisation, alors ça c'est la casquette avocat qui me fait dire ça, bien entendu, toujours faire des démarches par écrit. Pourquoi? Parce que si un jour vous devez avoir à justifier de ce que vous avez bien fait les bonnes démarches, que vous avez respecté votre employeur, eh bien vous devrez le prouver. La meilleure solution pour le prouver, c'est l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai également une question pour un cumul d'emploi-retraite. Est-ce qu'il y a un statut qui est plus adapté que les autres? Il n'y a pas de statut qui est plus adapté que les autres. Vraiment, cumul emploi-retraite, maintenant c'est tout à fait possible puisqu'on souhaite que nos seniors le plus longtemps possible puissent avoir une activité. Et c'est normal parce que l'espérance de vie grandissant régulièrement, on s'embête à la retraite. Donc on a envie de travailler, on a envie de fournir encore une fois une prestation, un travail ou autre. On peut tout à fait cumuler. Il n'y a pas de choix qui va être privilégié. Le choix vraiment, c'est en fonction des 8 réponses aux 8 questions qu'on vient de se poser. C'est là que vous allez vous orienter vers tel ou tel choix. J'ai également une question sur le pacte d'associés. Donc une personne qui voudrait s'associer et qui se demande est-ce que c'est nécessaire, notamment pour envisager certains cas comme le décès d'un associé ou autre. Ça peut être nécessaire. Ça va dépendre du choix de la structure que vous allez faire. Alors, qui dit associé dit nécessairement société. SRL, SAS, il y en a bien d'autres, bien entendu. Si vous avez une très grosse ambition, ça peut être une société anonyme, une SA. Mais dans ces cas-là, il y a une règle du jeu qui est déjà la base. Cette règle du jeu, c'est le droit. Le code de commerce, le code des sociétés prévoit pour chaque type de société déjà un canevas des règles juridiques qui vont s'appliquer dans la société. Pour compléter ce canevas, on a les statuts. Les statuts vont prévoir des règles, les règles qui vont s'appliquer au sein de la société pendant qu'elle va exercer. Et vous pouvez avoir en complément, si vous voulez rentrer beaucoup plus dans le détail, un pacte d'associés, c'est-à-dire un acte qui va être signé par les associés en plus des statuts. Les statuts, il faut savoir qu'ils sont publics. C'est-à-dire que votre fournisseur va pouvoir par exemple demander vos statuts à la Chambre des métiers ou au tribunal de commerce pour vérifier effectivement comment ça fonctionne dans votre société, alors que le pacte d'associés, lui, est un pacte secret qui n'est pas communicable aux tiers, qui ne va être que la règle du jeu entre les associés. Donc souvent dans le pacte d'associés, effectivement, on met des choses beaucoup plus précises que dans les statuts, mais il n'y a pas d'obligation de faire un pacte d'associés, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Je vous donne l'exemple de la SRL. La loi est relativement complète pour le régime juridique qui s'applique à la SRL, à sa vie et à la vie de ses dirigeants. Donc les statuts, la plupart du temps, ne font que reprendre la loi. Il n'y a pas forcément besoin de pacte d'associés. C'est vraiment en fonction de votre besoin personnel. Le pacte d'associés n'est pas une obligation. Faire un pacte d'associés, on ne le fait pas parce que c'est à la mode et que c'est bien de le faire. On doit le faire parce que dans votre cas, c'est opportun. Et une dernière question concernant un porteur de projet qui serait actuellement en plein divorce et qui voudrait créer une entreprise pendant la procédure. Quel conseil donner? Quel conseil donner? Le premier conseil, ça serait de vous dire attendez,
attendez que votre divorce soit effectif. Je ne dis pas forcément prononcé, puisque maintenant les divorces peuvent avoir lieu sans juge, sans jugement. C'est notamment le cas du divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat. Attendez que ce divorce soit prononcé parce qu'à ce moment-là, vous serez tranquille au niveau de votre patrimoine. Vous aurez votre propre patrimoine et votre époux ou votre épouse ne pourra pas dire « mais tu as créé pendant qu'on était mariés une partie de ton activité qui me revient, donc tu dois me payer pour qu'on sépare les choses ». Ça va dépendre aussi du choix initial que vous avez fait dans votre régime matrimonial. Si vous êtes sous le régime de la séparation de biens, pas de souci, à ce moment-là, vous pouvez créer votre entreprise parce qu'encore une fois, quand vous êtes marié, vous avez souhaité 2 patrimoines distincts, celui de votre époux ou épouse et le vôtre. Donc dans ces cas-là, vous pouvez créer votre activité, pas de souci. Si en revanche, vous êtes marié sous le régime de la communauté, en fonction du stade où vous en êtes de la procédure de divorce, mon conseil serait plutôt de vous dire attendez d'être divorcé, que le divorce soit effectif pour que les patrimoines soient séparés. Donc voilà, ça va dépendre encore une fois de votre situation personnelle, mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Apparemment, nous avons fait le tour des questions, donc un petit schéma pour vous permettre de comprendre tout ça. Le centre, c'est vous. Le centre, c'est votre activité. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment vous souhaitez le faire? Est-ce que vous souhaitez protéger votre patrimoine? Est-ce que vous souhaitez l'exposer? Vous n'avez peur de rien, vous voulez vous lancer. Vous faites une entreprise individuelle. Tant pis, je n'ai qu'une poche, je mets tout dans la même poche. Donc l'entreprise, c'est vous. Et votre entreprise, vous voyez, il y a 4 axes. 8 questions, 4 axes. Le statut social du dirigeant. Est-ce que je veux être au régime général? C'est-à-dire, est-ce que je veux effectivement avoir des charges à payer, comme par exemple gérant de SARL qui serait majoritaire dans sa SARL, à ce moment-là, il est au régime général. Mais est-ce que je veux un statut plus spécifique? C'est celui de la micro-entreprise par exemple, avec un statut social très particulier, des charges limitées. Et puis il y a un terme technique un peu particulier, c'est le TNS. Est-ce que tu es TNS ou pas? TNS, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailleur non salarié. C'est le cas que je viens de vous citer du gérant de la SARL qui est majoritaire. À ce moment-là, il est travailleur non salarié. Et quand on est travailleur non salarié, à ce moment-là, on ne paye pas les mêmes charges sociales qu'un salarié. C'est-à-dire, il y a des régimes différents avec des montants différents, encore que ça s'est relativement nivelé aujourd'hui à peu de choses près, que l'on soit travailleur non salarié ou assimilé salarié. Je dis bien assimilé salarié lorsqu'on dirige sa structure et non pas salarié, parce qu'on n'est pas salarié dans sa structure, on est assimilé salarié, ce qui n'est pas la même chose. Notamment, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits au chômage si l'activité s'arrête. Mais aujourd'hui, on est quasiment sur des montants équivalents de charges. Le régime fiscal, c'est quoi? Est-ce que je vais être imposé sur mes bénéfices ou sur mon revenu mensuel à l'impôt sur le revenu, au micro-fiscal simplifié, au réel simplifié, au réel normal, à l'impôt sur les sociétés? Tous ces régimes juridiques fiscaux ont des taux différents. Donc vraiment, si vous souhaitez par exemple que vos revenus mensuels soient peu chargés, mais que votre bénéfice à l'année, parce que vous n'êtes pas sûr d'en faire et vous n'êtes pas sûr de vous en partager, soit taxé de manière plus importante, vous allez choisir telle ou telle structure. Vraiment, encore une fois, les 8 questions, 8 réponses, et en fonction de ces 8 réponses, vous allez vous orienter vers un choix. Une des questions, c'était ma responsabilité. Est-ce que je suis prêt à tout mettre dans la même poche? La même poche, c'est-à-dire que tout mon patrimoine, ma voiture, mon ordinateur, mon compte en banque personnel, soit impliqué dans la vie de mon entreprise, et si je dois de l'argent à un créancier, ce qu'il va pouvoir prendre dans cette poche-là. Ben ça, c'est le choix de votre responsabilité. Ou est-ce que, par exemple, dans mon activité, je décide de ne mettre que... par exemple, 1 500 €. Eh bien, dans ces cas-là, si vous ne décidez d'impliquer que ça et d'avoir votre responsabilité limitée à ces 1 500 €, dans ces cas-là, il va falloir faire le choix d'une entreprise avec une responsabilité limitée. C'est par exemple le cas de la SARL, mais pas que, il y en a d'autres. Il y a la SAS, il y a la SA. Vous allez voir que, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez vous orienter vers telle ou telle protection de votre patrimoine. Donc ça, c'est important. Et puis, l'entreprise, c'est quoi? C'est une structure juridique. Je vous l'ai dit, de toute façon, tous vos partenaires auront connaissance de cette structure juridique. Entreprise individuelle. La micro-entreprise, ce soit clair, c'est une entreprise individuelle avec un statut social et fiscal particulier, mais c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire, moi tout seul, Fabien Kovac, je suis une entreprise. J'exerce telle ou telle activité, mais c'est moi l'entreprise. Il n'y a pas une entité à côté de moi
qui est l'entreprise. C'est moi l'entreprise, ce qui ne m'empêche pas, la question se pose souvent, même si, admettons, je prends mon cas, Fabien Kovac est l'entreprise individuelle, mais je peux très bien m'appeler cabinet Intel. Vous pouvez avoir un nom sous lequel vos clients, vos partenaires vous connaîtront. Ce n'est pas parce que vous vous appelez Monsieur Dupont que vous devez exercer sous le nom Monsieur Dupont. Vous pouvez décider de choisir pour votre entreprise de plomberie un nom, même si vous êtes entreprise individuelle. Donc ce n'est pas parce que, vous allez comprendre mon raisonnement, ce n'est pas parce que vous voyez des gens qui portent un nom commercial, je vous donne l'exemple du plombier, Froid Dijonais. Froid Dijonais, s'il s'appelle Froid Dijonais, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Froid Dijonais qu'il est nécessairement sous forme de société. Il peut être entrepreneur individuel et avoir un nom commercial sous lequel le connaissent ses clients, ses partenaires ou autres. Et puis vous pouvez faire le choix finalement non pas d'être entrepreneur individuel, mais d'être en société. Ça peut, pour certains créanciers, faire plus sérieux. Ça peut aussi, vis-à-vis de certains clients, certains partenaires, faire plus sérieux. Ça peut, et c'est forcément votre choix, si vous devez vous associer à plusieurs personnes, être le choix que vous allez faire quand vous êtes 2, 3 ou 4 pour vous lancer dans cette activité. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir des choix. Souvent, ces noms, en réalité, c'est des contractions. SARL, Société à responsabilité limitée, EURL ou SRL unipersonnel, vous le comprendrez, c'est une entreprise dans laquelle je vais mettre un patrimoine précis et on ne pourra pas venir me chercher sur l'autre poche. C'est la protection de votre patrimoine. Il y a la SA, la SAS, il y en a d'autres, sociétés en nom collectif. Il y a tout un tas de structures comme ça. Aujourd'hui, le droit est relativement complet. Et il va vous permettre de faire un choix. Et plus vous avez ce choix, plus il est compliqué, mais plus il sera précis. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut vous donner tout un tas de noms de sociétés si vous voulez créer votre activité sous forme de société, mais ça veut dire que plus il y a de choix, plus vous allez avoir, vous, à faire de choix, mais plus ce choix sera adapté à votre situation. Donc vraiment, ne prenez pas le choix de votre voisin en vous disant s'il a fait ce choix-là, c'est qu'il a bien été conseillé, c'est forcément ce qu'il me faut. Maintenant, ce n'est pas forcément ce qu'il me faut. Parce que même si c'est la même activité, même s'il a envie de mettre le même argent dedans, par exemple, lui, il n'a peut-être pas de patrimoine de son conjoint ou de sa famille à protéger. Vous, si. Donc vous voyez vraiment que son choix ne sera pas forcément le vôtre. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le même parce qu'encore une fois, deux situations différentes impliquent deux choix structures juridiques différents. Pour créer votre activité, vous allez devoir faire une chose toute simple. C'est vous poser les 8 questions qu'on vient de se poser ensemble et c'est de trouver les 8 réponses. En réalité, on doit partir de l'analyse de votre projet, de l'analyse économique, du mode de fonctionnement que vous souhaitez, et c'est à ce moment-là qu'on va adapter un cadre légal, et pas l'inverse. C'est pas, tiens, on m'a dit qu'il fallait créer une SARL, je vais créer une SARL, et après, en fonction de ce que je vais faire comme activité, je vais faire fonctionner la SARL de telle ou telle manière. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est quel est votre projet, quel est votre choix, quels sont vos choix et vos réponses par rapport aux questions que l'on s'est posées ensemble, et là, à ce moment-là, il y a un cadre légal précis qui va venir en face. Et ce cadre légal, bien entendu, vous allez un peu pouvoir l'adapter. Il y a des structures dans lesquelles on peut plus adapter à sa situation personnelle le cadre légal. La SARL, comme je vous l'ai précisé, le cadre légal est quand même déjà très précis et les statuts souvent ne font que reprendre la loi, le cadre légal. Mais par exemple dans la SAS, la société par action simplifiée, alors à ce moment-là, la loi, elle prévoit juste un périmètre global et dans vos statuts, vous allez mettre un maximum de précision. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus dans les précisions, la loi ne donnant qu'un cadre légal. Après, à ce moment-là, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et bien, vous voyez que là, à ce moment-là, on va adapter le cadre de la SAS à votre besoin personnel. Donc, en fonction du type de structure que vous allez choisir, on peut, en plus de ça, faire une adaptation personnalisée. N'imaginez pas qu'il suffit pour créer une société, je vais parler du cas de la société, d'aller prendre des statuts type à gauche ou à droite et de se dire finalement je change juste le nom, je mets le mien, je mets mon adresse et on part comme ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'encore une fois, c'est la règle du jeu. La règle du jeu qui va vous concerner, qui doit être adaptée bien entendu à votre activité, à vos besoins, à la protection que vous souhaitez de votre patrimoine, de votre famille, de vos enfants,
de votre voiture, de votre compte en banque. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va avoir le choix et on va avoir la possibilité d'adapter de manière beaucoup plus précise. Donc encore une fois, ne prenez pas des statuts types à gauche, à droite, sauf si vous savez ce qu'est le droit et vous savez utiliser le droit. Faites-vous conseiller, c'est vraiment important. Ça évite 6 mois, 1 an ou 2 ans après de se dire « mince, j'ai fait le mauvais choix, j'ai mal rédigé les statuts, on doit les modifier ». Parce que ça, c'est la meilleure des situations, c'est j'ai fait le mauvais choix ou j'ai mal rédigé mes statuts et à ce moment-là, je dois les modifier. Mais quand cette problématique a eu des conséquences financières, j'ai choisi le mauvais statut, je n'ai pas opté à l'impôt sur les sociétés, du coup, je vais payer beaucoup d'impôts. On ne peut pas faire marche arrière ou on peut faire marche arrière, mais uniquement pour le futur. Donc, vous voyez, le choix, il faut vraiment se le poser dès le départ. Dès le début de votre activité, c'est une des premières choses. Une fois que vous tenez votre projet, vous devez choisir votre statut juridique. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir dire « je rédige des statuts » ou si je suis entreprise individuelle, je n'ai pas besoin de statut. Si je suis micro-entrepreneur, j'ai juste à faire une déclaration de création. Donc, vous voyez, chaque statut juridique a des règles de création vraiment très particulières. 2 critères de choix. Il y a les critères objectifs et les critères subjectifs. Les critères objectifs, ce sont les critères qui concernent tout le monde. Je crée une entreprise, mon patrimoine va-t-il être protégé ou pas? Et ça, c'est un critère objectif. Ce n'est pas vous qui allez définir des choses. C'est si je choisis telle structure, je vais avoir un patrimoine protégé, oui ou non. Critère objectif. Le statut social et fiscal des dirigeants, je choisis telle ou telle structure, je vais être imposé de telle manière ou mes charges sociales vont être demandées, sollicitées à tel taux. Et ça, ce sont les critères objectifs. Ça va dépendre du choix que vous allez faire où automatiquement, la conséquence, ce sera telle imposition, tel régime social et telle protection de votre patrimoine ou telle responsabilité que vous allez encourir. Il y a d'autres critères, ce sont les critères subjectifs. Le critère subjectif, c'est qu'est-ce que je souhaite moi? Par exemple, renforcer dès le début de l'activité le crédit, la crédibilité de l'entreprise, par exemple. Et ça, c'est un critère subjectif parce que c'est vous qui allez influencer cette opinion que les autres vont avoir de vous. Si vous avez fait le choix d'une SARL, quel capital vous avez mis? Et là, vous voyez que c'est subjectif parce que c'est vous. J'ai mis 1 euro de capital. Est-ce que je vais être crédible vis-à-vis de mes créanciers? J'ai mis 10 000 euros de capital. Je serai un peu plus crédible. Et là, la crédibilité, finalement, ce n'est pas le choix de la structure juridique, qui va l'impliquer, c'est le choix que vous allez faire vous dans le montant de votre capital. Le deuxième point, c'est les perspectives d'évolution. On fait un choix à un instant T. Ce choix à cet instant T, il va avoir des conséquences pour le futur. Des conséquences pour le futur, c'est finalement, j'étais tout seul, j'étais entreprise individuelle, je décide de poursuivre l'aventure à plusieurs. À ce moment-là, vous allez devoir faire évoluer votre choix de structure juridique. Encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut faire le bon choix au départ, mais que ce choix peut évoluer dans le temps. Mais il n'empêche que si dès le départ, vous aviez l'intention de vous associer et que vous saviez qu'au bout de 2 ou 3 mois, votre cousin, votre frère, votre meilleur ami allait vous rejoindre dans l'aventure entrepreneuriale, à ce moment-là, je vous dirais que dès le départ, il faut faire un choix de structure qui va vous permettre d'évoluer à plusieurs. Vous pouvez faire une SARL unipersonnelle parce que les 2-3 premiers mois, vous savez que vous serez tout seul, mais pouvoir évoluer. Donc, vous prévoyez dans les statuts, dès le départ, que cette SARL unipersonnelle va pouvoir évoluer en SARL pluripersonnelle. C'est tout à fait possible. Et ça, vous voyez que pour le coup, ce n'est plus un critère objectif, c'est un critère subjectif de votre choix parce que ça va dépendre de ce que vous souhaitez pour l'avenir de votre structure. Et là, on arrive sur un schéma. Ce schéma-là, je vous laisse le découvrir et ce schéma, il paraît compliqué. Il paraît compliqué parce que notre droit est très complexe, parce qu'il est précis. Plus un droit est précis, plus il va être complexe pour celui qui ne le connaît pas. Mais il n'empêche que ce droit précis, aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est que vous avez sur votre gauche les entreprises individuelles et sur votre droite les sociétés. Donc en fonction des réponses que vous avez données aux questions qu'on s'est posées, vous allez vous orienter plutôt à gauche, plutôt à droite. Et puis une fois que vous avez fait le choix de vous dire « je veux créer une entreprise individuelle
à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le choix dans les entreprises individuelles. Le micro-entrepreneur, l'entrepreneur individuel ou le IRL. Le IRL, c'est un statut très particulier. C'est un entrepreneur individuel, mais qui va quand même protéger une partie de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on va créer effectivement 2 poches. Nous n'aurons plus une seule poche alors qu'on est entreprise individuelle, mais 2 poches. Donc vous voyez que même dans l'entreprise individuelle, il y a vraiment un choix à faire. Et puis après, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus large, sont les sociétés. Alors là, vous avez les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Pour schématiser, les sociétés de capitaux, on est impliqué par le montant de l'argent que l'on investit dans la structure, alors que pour les sociétés de personnes, on s'investit complètement, on investit tout son patrimoine, on ne le protège pas. C'est notamment le cas de la SCI et de la société en non collectif, mais la plupart du temps pour une entreprise commerciale, une entreprise artisanale ou une entreprise de service, on ne fera pas appel à ces structures, on va surtout faire appel aux autres structures, SARL unipersonnel ou SASU, vous avez dû entendre parler du terme de SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Et puis sinon, on va partir sur les autres structures à plusieurs associés à ce moment-là, SARL, SA, SAS, SCA, Société en commandite par action. Vous voyez, des termes un peu compliqués. Ce qui est important pour vous, c'est de ne pas retenir ces termes compliqués, c'est simplement de vraiment avoir les réponses aux 8 questions. Et dès lors que vous aurez les réponses aux 8 questions, en réalité, un professionnel du droit ou un professionnel du chiffre, comme l'expert comptable, l'avocat, le notaire, vont pouvoir à ce moment-là vous orienter vers tel ou tel type de structure. C'est le professionnel qui, lui, connaît bien ces structures et qui va savoir laquelle est la plus adaptée à votre situation personnelle. Je vous remercie d'avoir suivi et de vous être posé les questions comme il fallait, parce que c'est important de se les poser dès le départ et d'avoir trouvé les réponses. Bien entendu que parfois, les réponses à ces questions peuvent prendre du temps, parce que tiens, je ne m'étais pas posé cette question-là, il faut que j'en parle à mon épouse, il faut que j'aille voir mon banquier, lui dire ce qu'il en pense, parce que ça va être mon partenaire, est-ce qu'il va me prêter si je suis en micro-entreprise, est-ce qu'il va plus me prêter si je suis en SARL. Voilà, ces questions, elles se posent et parfois les réponses, on ne les a pas tout seul. Ce qui est important, c'est d'avoir le canevas et puis après, vous allez voir que c'est comme un câble qu'on déroule, les choses vont aller les unes avec les autres. En fonction de l'investissement personnel que vous allez vouloir mettre en capitaux dans l'entreprise, on s'orienterait plutôt vers une SARL. Mais finalement, comme je veux faire tel choix social, on va plutôt aller vers la SAS. C'est vraiment les réponses aux 8 questions qui vont en faire découler le choix du statut juridique. C'est important. Posez-vous la bonne question. On peut faire adapter les statuts juridiques. Le micro-entrepreneur à un instant T notamment parce que, et je le souhaite, va dépasser les chiffres plafonds de ce statut-là, va avoir un choix peut-être un jour à faire en se disant finalement est-ce que j'évolue vers une entreprise individuelle classique ou est-ce que je fais le choix de passer sur une SARL ou une SAS. Et puis celui qui est entrepreneur individuel va grossir, va commencer à prendre des salariés. Et là, un professionnel va lui dire attention, il faut vous protéger. Donc vous pouvez basculer vers une société à ce moment-là. Donc le choix n'est pas immuable, mais il faut faire le bon choix au départ, au moment de la création de votre structure et toujours garder à l'idée que vous pouvez le faire évoluer. Vous savez, c'est un peu comme les contrats d'assurance. Quand on souscrit un contrat d'assurance, c'est au moment où on le souscrit, on ne pense pas le faire évoluer. Et bien, le statut juridique, c'est pareil. Posez-vous les bonnes questions, peut-être une fois par an, quand vous arrêtez vos chiffres de l'année, quand vous regardez quelle est la situation de l'entreprise à un instant T, quand vous prenez le temps. On ne prend pas forcément le temps toute l'année parce qu'on est la tête dans le guidon, parce qu'on travaille. Et bien, prenez peut-être le temps, une fois tous les ans, de vous poser la question est-ce que mon statut juridique est encore adapté à ma situation? Donc, vous voyez, statut juridique, c'est tout au long de la vie de l'entreprise et pas seulement au moment de la création. Merci Fabien, vous avez justement répondu sans que je vous pose la question, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le changement de statut, donc effectivement qui est possible. Et nous avons également beaucoup de questions sur la SAS. Est-ce que vous avez quelques éléments rapides à évoquer pour le choix de ce statut plutôt que la SARL ? Alors, mon opinion, chacun son opinion. La SAS, c'était très bien, c'était une structure qui était très à la mode pendant un temps parce que, en fait, quand on était, pour faire simple, quand on était dirigeant de SAS, on payait des charges de manière moins élevée que quand on était gérant de SARL. C'est plus forcément le cas, loin de là aujourd'hui, donc la SAS ne s'impose plus forcément. La SAS, on va la choisir quand
quand on va trouver que le statut de la SARL, qui est un statut relativement rigide puisque la loi prévoit déjà beaucoup de choses, n'est pas adapté à votre situation. Et puis notamment lorsque vous voulez vous-même définir les règles de fonctionnement de l'entreprise, la SAS sera beaucoup plus adaptée. Donc vous voyez, l'un ne s'impose pas forcément, c'est franchement en fonction de votre situation personnelle qu'il faudra choisir SAS ou SARL. Honnêtement, la SARL a fait ses preuves, elle existe depuis des dizaines d'années, ça fonctionne très bien. Donc il ne faut pas se jeter sur la SAS, vraiment, il faut faire le choix qui vous correspond. Pourquoi pas une SARL? En toute honnêteté, il y a plein de SARL avec parfois des millions de chiffres d'affaires qui fonctionnent très très bien. Donc pas forcément une évidence d'aller vers la SAS. Merci, je n'ai pas d'autres questions. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ces propos vont tourner en boucle dans vos cerveaux pendant quelques heures au moins, parce que si vous vous posez les bonnes questions, si vous prenez de temps pour y répondre, vous ferez forcément le bon choix et je vous le souhaite. Eh bien, merci Fabien pour cet atelier qui a été donc très riche en informations. Pour les participants en ligne, je vais continuer à répondre à quelques questions rapidement. Pour les personnes qui sont inscrites pour l'atelier suivant, donc l'atelier de Thierry Moyer, je vous laisse patienter quelques instants, le temps donc que nous rendions l'antenne.